Bonsoir. Vous connaissez tout le monde? Patricia Gaillot, Laurent Ruquier, Mathilde Seigné, Stéphane Bern. Alors, en fait, on vous a invité parce qu'il va y être beaucoup de questions de vous, à mon avis, d'ici l'été. Mais aussi pour une autre raison. C'est Elisabeth Tessier. Ah oui, absolument. Pour une autre raison, c'est que vous avez dit que Laurent Gérard était rigolo et intelligent. Alors là, évidemment, comme vous avez la fiancée de Laurent Gérard devant vous, effectivement, vous êtes très copains. Alors, Jack Lang, vous avez une forme éblouissante. Oui, c'est vrai, il a dit ça. Hein. Vous avez une forme éblouissante. On peut dire votre âge, non? Bah oui, bien sûr. 60 ans. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Aujourd'hui, je suis pas bon en âge. Mais alors, vous avez un secret quand même, c'est que vous dites... En brasse, oui, mais en âge, non. Ah ouais. En brasse, je suis bon, mais pas en âge, oui, effectivement. Vous avez un secret. Vous dites en fait no sport, comme Churchill. Vous ne faites pas de sport, c'est le secret de votre forme. Bon, je me balade un peu, quelques itinéraires à pied, un peu de ski de temps à autre, et voilà. Voilà, mais vous n'êtes pas ruiné la santé à faire. Vous n'êtes pas ruiné la santé à faire du jogging. Sûrement pas, on en meurt. Bon, mais c'est bien. Parfois. C'est un truc à savoir. Alors, vous êtes ministre de la Culture. Je le fus. Bah, quand vous dites que vous ne l'êtes pas, personne ne vous croit, de toute façon. Donc, si vous voulez, autant dire que vous l'êtes. Vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères. Oui. C'est bien comme job, ça, oui. C'est passionnant. J'aime les relations internationales. On voyage, en tout cas. Ouais. Peu. Ah bon? Parce que je suis très casanier, alors je reste à Paris beaucoup. Ah bon? Avant vous, il y a eu Valéry Giscard d'Estaing avant vous. Ah, alors lui, c'est une autre stature. Ah bon? Lui, il avait voyagé déjà beaucoup. C'est 90 ans aussi, en plus. Est-ce que vous regrettez un peu votre pré-candidature de 95? C'est-à-dire, c'est des histoires anciennes. Oui, là, ça fait 4 ans. Croyez-vous qu'on soit au courant? Oui, ça vous regrettez pas de... Bon, ça fait partie des choses qui vous enrichissent, il n'y a pas de regret. Ouais. Vous ne regrettez pas d'avoir dit Jospin est un loser? Ça a dépassé ma pensée et il a eu raison de me donner tort. Très bien, bien répondu. Alors, vous êtes maire de Blois. Là, je termine le curriculum vitae. Hein. Vous êtes maire de Blois, ce qui vous a valu le surnom de Langue de Blois, mais j'espère que ce soir, j'espère que c'est pas de moi, hein, c'est de toi? Oh, tout le monde l'a dit. Ah d'accord. Ça a été dit, redit, non, mais ce soir, j'espère que vous ne serez pas Langue de Blois. Bon, on vous accuse souvent de courir après la modernité. Alors aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un petit peu quand même sur le plan de la modernité, d'être concurrencé quand même par Cohn-Bendit? Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais assez nombreux, là. Oui, sauf que vous n'êtes pas du même parti. Oh, même parti, mais c'est important dans la même famille. D'accord. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire queer? Q-U-E-E-R. Non, je ne suis pas un spécialiste des réponses comme ça, Radio Luxembourg, Crochet. Non, parce que vous lisez... Non, parce que j'ai lu que vous lisiez Les Inrecuptibles. Voici Louis Boson. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Non, du tout. Bon. Non, c'est queer, c'est... Alors, je vous explique. Vous me tutoyez maintenant. Non, mais c'est quand je fais pas attention. C'est écrit CUIR, non, pas du tout. Non, c'est en fait... c'est qu'entendre, queer? Non, la théorie queer, c'est de dire qu'il n'y a plus seulement les hommes, les femmes et les homosexuels, mais qu'en fait, il y a autant de sexe qu'il y a d'envie, voilà. Ça en fait beaucoup, quand même. J'ai une question sérieuse. Bah oui, bien sûr. Essayez de répondre à cette question vraiment en toute franchise. Parmi tous les successeurs que vous avez eus à la culture, et je vais les rappeler très vite, il y a eu Jacques Toubon, il y a eu François Léotard, François Léotard avant, il y a eu Toubon, il y a eu Douste Blazy, maintenant Catherine Trottmann. Qui a été le meilleur à votre avis? La meilleure. Il s'améliore au fur et à mesure. Donc, C'est une bonne réponse. Est-ce que vous allez être candidat du PS aux européennes? Voilà. C'est une question qui ne s'est pas posée à mon petit cerveau encore. Vous savez que la décision... Attendez, stop, ça. La décision va être prise le mi-février, vous le savez bien, donc c'est dans 15 jours. Laissez les socialistes réfléchir. Oui, ça leur prend du temps. Il faut bien peser, sous-peser. Ça va s'appeler une grève partie. Est-ce que c'est vrai que Jospin ne veut pas, lui? C'est lui qui il veut pas de vous. Non, Jospin, c'est pas qu'il veut pas. Il a dit que François Hollande était un bon candidat. Et vous pensez que François Hollande sera un bon candidat? C'est un excellent candidat. Parfait. Mais il y a un problème de cumul. C'est l'autre partie du fromage. Il y a un problème de cumul, c'est ça le problème. Donc vous savez pas, franchement. Je ne sais pas. Moi je trouve, alors je peux me permettre de vous dire ça, vous feriez un excellent candidat. Je ne sais pas, et en tout cas, François Hollande, Jospin l'a dit, serait un très bon candidat. Voilà. S'il y a un très bon candidat, il faut le choisir. Est-ce que vous n'êtes pas victime finalement d'une sorte de démitterrandisation? Lionel Jospin cherche à faire oublier les années Mitterrand. Les années Mitterrand. D'ailleurs, il nous avait prévenu que vous ne seriez pas au gouvernement. Il avait dit on va abandonner Super Phoenix.
Non, mais Jack Lang, c'est vrai que vous n'avez pas renié Mitterrand, et pourtant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties depuis quelques années. Je ne vais pas vous les lister parce que tout le monde les a en tête. Bon, vous, malgré tout, et c'est honorable, parce que ça veut dire que vous êtes fidèle, malgré tout, vous continuez à défendre la mémoire du président Mitterrand. Plus que jamais, oui. Plus que jamais. Et vous avez même créé à Blois un pont François Mitterrand. Oui. Bon, est-ce que finalement c'est pas ça votre problème? Est-ce que finalement on pourrait pas, est-ce que les gens qui sont aujourd'hui au gouvernement pourraient pas vous reprocher cette fidélité alors qu'eux veulent faire oublier ces années Mitterrand? Je ne pense pas que ce soit leur problème, d'ailleurs, si vous me faites parler de mes amis au gouvernement. Mais en tout cas, personnellement, je ne changerai pas d'un iota la fidélité à une personne que j'ai respectée, que je respecte et que j'ai aimée. Je la maintiens plus forte que jamais. C'est une question aussi, je dirais, d'éthique de vie. Oui. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais je considère que la fidélité à quelques idées ou à quelques personnes avec qui on a partagé des moments heureux ou malheureux fait la noblesse de la vie. Si tout cela est cassé, qu'est-ce qui reste de la vie? Et Dumas, vous êtes fidèle à Dumas aussi, à Roland Dumas? Mais pourquoi vous voulez absolument faire une galerie de portraits? Je fais une galerie de portraits. Vous êtes le seul aujourd'hui qui dit, enfin des rares, qui dit Dumas ne doit pas démissionner. Oui, c'est trop long à expliquer à cette heure-ci, quand même. Il est minuit, quoi. Quelle heure est-il? 11h30, minuit. Ah oui, non, moi, je me défile pas, mais je veux dire d'accord. Non, mais comme on reçoit Christine Devier-Joncourt après, ça aurait été sympa de savoir si vous étiez fidèle, vous, à Dumas, parce que lui, il n'est plus tellement fidèle à elle. Enfin, bon, c'est pas grave. Non, mais voulez-vous qu'on en parle? Oui, non, je veux dire que c'est pas une question de fidélité dans ce cas précis, c'est une question de principe par rapport à l'idée que je me fais de la séparation des pouvoirs. Il y a des juges d'un côté, il y a des juges de l'autre. J'estime que tant qu'une personne, connue ou inconnue, n'a pas été mise en cause de façon prouvée certaine, il doit être considéré, on l'a proclamé il y a 2 siècles, comme innocent. Et ça vaut en particulier pour des gens qu'on ne connaît pas, qui tous les jours, encore malheureusement trop souvent, sont victimes d'arbitraires multiples de l'administration ou d'abus policiers ou judiciaires. Très bien, vous êtes expliqué, vous voyez, ça n'a pas pris, pas pris 1 heure et c'est Personne clair. n'a dormi, hein. Mais personne n'a dormi, puis il n'y a pas de mauvais endroit pour s'expliquer, croyez-moi. Avec un peu de techno derrière, ça aurait été mieux. Bon, alors on recommence. On continue sur vos idées politiques qui nous concernent, nous, les jeunes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, il se prend pour Arthur. Oui, bah alors. Et alors? Le cannabis. Allez, vas-y, Roger Lanzac. Le cannabis, vous êtes partisan de la tandem. Vous êtes partisan de la légalisation, de la dépénalisation. Je suis partisan qu'on change la loi. Ah. Comment? Je ne sais pas au juste. Je veux dire par là qu'il n'y a aucune raison de désigner le cannabis comme le seul système de drogue qui soit pénalisé à ce point. Pourquoi pas l'alcool? Pourquoi pas la cigarette? Pourquoi pas d'autres choses? Voilà. J'estime que... On applaudit Jack Lang. Ouais. Vous pouvez sortir vos pétards, il est d'accord. Ça vous arrange, hein? Est-ce que vous avez déjà fumé un joint? Vous êtes pour, vous? La légalisation du... Moyen, je crois. Non, mais moi, j'ai jamais fumé de joint de ma vie. Pardon? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Non, moi, je dis que la vérité. Hein. Ah, c'est ça, il faut le savoir, c'est rare. Non, mais je suis honnête, j'ai jamais fumé de joint. Par contre, je suis d'accord parce qu'en fait, ça change rien. C'est vrai que c'est pas plus grave qu'autre chose. Et que le fait d'interdire, c'est idiot, ça. Enfin, ça change rien, quoi. Moi, je suis pas pour que les gens fument des joints, mais je m'en fiche, quoi. Mais je comprends que vous entendiez bien avec Laurent Gérard, moi. Non, mais il est un peu réac, Laurent. Non, il est sain. Non, il est un peu réac, Laurent. C'est pas une insulte. Non, hein. moi, réac, ça veut rien dire. Ouais, enfin, ça veut dire réagir à des choses. Il vous a déjà emmené chez ses parents à Bourg-en-Bresse? Ouais. Et alors, c'est bien passé? Très bien. Bon, on est ravis. On n'a pas fumé de joint, mais... Non, mais on est un peu vieille France, oui. Bien, merci, Jack. Donc... J'accueille maintenant Jack Lang. Bonsoir. C'est très difficile. Vous êtes mis de la peinture, oh là 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 là, Laurent, regarde ce que tu fais avec ta peinture. En italien. Laurent, enfin. Je vous donne la main du cœur, parce que l'autre est très sale. Jack Lang, mesdames, messieurs, donc très bien, Jack. Oh là, quel cochon ce type. Oui, c'est terrible. C'est Laurent, méfiez-vous de ce type. Jack, je vois que vous n'êtes pas habillé en hardisson ce soir, pourquoi? Parce que vous êtes hardisson. Ah d'accord, très bien, bonne réponse. Première bonne réponse de Jack Lang. 1-0. Ouais, 1-0, la balle au centre. Mardissoniser
le jour où je vous rencontre. Ouais. Alors, on vous voit souvent, Jack, à la télé, vous prêtant aux facéties imaginées par les animateurs. Mais ce soir, je voudrais qu'on change un peu de registre, car vous figurez dans tous les sondages comme un excellent candidat possible de la gauche aux prochaines élections présidentielles en 2007. Donc on arrête de rigoler. On a en face de nous, mesdames, messieurs, peut-être le prochain président de la République française. Qui était tout seul comme une merde dans le carré VIP tout à l'heure. Et il va diriger le pays dans 5 ans. Il va diriger le pays, on s'en souvient. La roue tourne, les enfants, la roue tourne. Attention, à l'inverse de Fabius, d'ailleurs, qui lui a la crédibilité, mais n'a pas la popularité, voilà. Et il a, par ailleurs, beaucoup de talent. Ouais, c'est vrai qu'il a toujours été très sympa avec vous, Fabius. Et moi avec lui. Et vous avec lui. On va voir si ça continue jusqu'en 2007, voilà. Alors, vous êtes le socialiste, Jack Lang, le plus populaire chez les jeunes et les ouvriers. Et vous dites, quand on vous parle de cette candidature possible, pourquoi décevrais-je les gens qui disent « comptez sur moi ». Donc, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas sur les rangs en 2007. Mais c'est une question qui ne se pose pas aujourd'hui. Ouais. 2007, c'est loin quand même. Ah. Laissez-nous vivre. Ouais. En gros, c'est oui, quoi. Non, en gros, c'est nous sommes aujourd'hui et j'ai envie d'agir ici et maintenant sur toute une série de sujets. Et ça va être chaud au PS, là. Ça va être un petit peu la guerre des chefs, non? Mais non, pour l'heure, on joue collectif. Mais oui, on joue collectif. Si l'on veut gagner ce que vous dites, là, 2007, il faut jouer collectif et pas perso. Ouais. Bien, alors, vous avez aujourd'hui, Jack Lang, 64 ans, vous aurez 67 ans en 2007. C'est votre dernière chance. Si vous ne vous présentez pas en 2007, de toute façon, après, ça sera trop tard. Alors, avant de passer au crible vos idées politiques, on va dire un petit mot de l'école, d'autant plus que vous publiez chez Gallimard Folio un livre de 768 pages. Que j'ai lu, Thierry. Que tu as lu, je suis sûr, Laurent. Et quel courage. C'est intéressant. C'est un bon point de vue. Laurent ? Oui, je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a au moins des volontés. Et puis on se demande pourquoi tout n'a pas été fait alors qu'il était ministre. Mais c'est un point de vue intéressant. Alors, le titre du livre, c'est Une école élitaire pour tous. Ah, c'est pas celui que j'ai lu, pardon. Je parlais de François Ier, moi. Sérieusement, une école élitaire pour tous. C'est un oxymoron, quoi. C'est comme la force tranquille. C'est de la rhétorique, bravo, comme vous parlez bien, Thierry. Mais c'est pas possible, ça. Une école élitaire pour tous. Précisément. C'est le paradoxe de ce qu'on doit faire pour l'école, c'est-à-dire à la fois une école de l'excellence, qui soit en même temps une école pour chacun. On cherche par quelle méthode vous comptez y arriver, et vous dites, si à partir d'un socle de connaissances solidement acquis par chacun, nous réussissons à libérer et à reconnaître la diversité des sensibilités et des talents. Oui, c'est la vérité. Je crois que donner à l'ensemble des enfants du pays une culture scolaire de base, et en même temps, et notamment au collège, à leur permettre de vérifier, ou plutôt de révéler leurs talents divers à travers des matières qu'ils choisissent eux-mêmes. Alors, vous dites on ne peut accomplir un changement qu'en captant les ondes positives. Non, mais vous vous rendez bien compte que c'est très beau. Enfin, je veux dire, c'est pas pratique, c'est pas quelque chose de factuel. Dans ce domaine de l'école, comme dans les autres, on ne change pas en prenant les gens de front, mais en essayant d'additionner ce qu'ils ont en eux de positif. Ça me paraît évident. Oui, c'est pas faux. Faire accoucher ce qu'ils ont de positif et de créatif en eux. Mais c'est pas plus rapide de virer les mauvais? À ce moment-là, c'est rapide parce que c'est l'échec absolu. Voilà. Immédiat. Et quelques-uns de mes collègues l'ont éprouvé, on l'éprouve aujourd'hui, ne citons aucun nom. On ne veut citer personne. Allègre, par exemple. Il pense à Ferry, là. Ah oui, sûrement. Bien, alors là, vous risquez pas de vous mettre mal avec les enseignants parce qu'il n'y a rien de négatif sur eux. Hein. Vous dites, en parlant des enseignants, ce sont les serviteurs de la pensée dont la noblesse est d'éveiller dans les enfants le petit prince qui sommeille. Page 72, je m'en rappelle très bien. Non, mais vous risquez pas de vous fâcher avec eux, là. Mais pourquoi me fâcher avec eux? Je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour eux et je pense que le pays doit avoir beaucoup de respect pour eux parce qu'ils font un métier à la fois beau mais très difficile. Enfin, vous n'avez rien non plus contre le corporatisme dont les enseignants font montre certaines fois. Vous dites, être corporatiste, c'est bien souvent aimer passionnément son métier. Oui, c'est par exemple défendre sa discipline. Quand le prof de lettres défend les lettres, il aime passionnément son métier. Quand le prof de maths défend les maths, il aime passionnément son métier. Bien. Et j'aime les gens qui aiment leur métier. Il faut être un petit peu démago, c'est vrai, des fois, pour réussir en politique. Il faut aussi avoir les idées très claires. Alors, comme vous parlez très bien,
pour éviter que vous nous embarquiez dans des phrases comme ça, on va faire une interview oui-non. Alors, vous savez que c'est oui-non, hein, ça va être très dur pour vous, Jack Lang. Très dur. Serez-vous candidat à la candidature pour l'élection présidentielle de 2007? Oui, non. Joker. Ah, ça commence fort. Pensez-vous avoir les qualités, Jack Lang, pour diriger un pays comme la France? Deuxième joker. Joker. Ah non, non, bah, non. Mais attendez, c'est très grave. Non, mais j'ai pas, Tu n'as que deux jokers, hein. J'ai pas à me porter une appréciation. Non, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est très grave, parce que ça fait penser à d'autres hommes politiques, hein, Eh bien, d'accord, mais la question ne se pose pas. qui disent joker à chaque fois qu'il y a un problème. On les Mais là, connaît il n'y a bien. que deux nous sommes- jokers, hein, nous Thierry, sommes en rappelons les 2000. règles. Il y a deux jokers, oui. 2002. Nous sommes en 2003. Oui. En 2007, la question se posera Bon. différemment. Pensez-vous, Jack Lang, que vous feriez mieux que les autres? C'est possible. Donc c'est oui. Pensez-vous être crédible au niveau international? Un peu. Tu acceptes ça, toi? Oui, bah oui, ça veut dire oui. Hein, bah oui, c'est une litote. Oxymoron, litote. Oxymoron, litote. c'est ça, Spécial bien. rhétorique ce soir. Excellent grammairien. On n'est pas chez Coé, là, c'est sûr. Hein. Alors, Jack, si vous étiez président, est-ce que vous seriez pour la réaugmentation de l'impôt sur le revenu? Alors, je serais pour une égalité fiscale qui passe inévitablement par l'impôt sur le revenu. Donc vous remettriez l'impôt où il était Je avant crois qu'il faut refaire toute la copie fabriquée par M. D'accord. Raffarin. Donc oui. Augmentation de la CSG pour boucher le trou de la Sécu, oui, non. Ce sera fait avant que l'on soyez choisisse les président, candidats d'accord. à la présidence de la République. Est-ce que vous Par ce baisseriez, gouvernement-ci. est-ce que vous baisseriez les crédits pour le ministère de l'Intérieur? Oui, non. Ce n'est pas une question essentielle, c'est d'argent. Bap, 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 bap. Pourquoi baisser les crédits? Il s'agit de les mieux répartir. Donc il ne les baissera pas. Pour la défense, vous baisserez les crédits? Il faut faire autre chose pour la défense. Ne pas s'enfermer dans le nucléaire et choisir un système de défense opérationnel aujourd'hui qui permettra à la France d'être présente sur les terrains d'opération. D'accord. Le nucléaire ne sert pas à grand-chose. Par contre, nous n'investissons pas dans l'intelligence et dans les moyens d'intervention efficaces. Il t'a fait 11 phrases. Non, c'est pas ça. C'est que de toute façon, pour la défense, j'ai compris que Jack ne baissera pas les crédits, mais qu'il veut mieux répartir l'argent. Il faut les affecter à autre chose. À autre chose, qu'à acheter des des trucs dépassés. Acheter à des mettre à la cutters aux quincaillerie. soldats, par exemple. Les soldats et des cutters. Cessons de dépenser de l'argent qu'on jette à la poubelle. Êtes-vous pour ou contre la régularisation des sans-papiers? Oui. Oui. Ah, voilà une bonne réponse. Ah, Tapotage. tapotage. La dépénalisation du cannabis? Oui, non. Je suis pour une loi sur les drogues et pas seulement le cannabis. Bah oui, l'alcool, le Tronxène. Absolument. Ouais. Je suis pour que, surtout au-delà d'une loi, que l'on ait le courage d'organiser une vraie campagne sur la santé publique. Très bien. Informer les jeunes Voilà. des dangers qu'ils courent, et pas seulement avec le cannabis, mais avec l'alcool et d'autres drogues infiniment plus dangereuses. La télé-réalité, tout ça, quoi. On D'accord. peut en parler. Est-ce que vous êtes pour la légalisation de l'euthanasie? Oui, parce que je ne comprends pas que la France, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, se cache les choses et refuse de légiférer. Et d'autres pays, je pense à la Hollande, ont imaginé des systèmes dans lesquels il y a des verrous, des précautions, des commissions de médecins qui épaulent la famille et qui décident. D'accord. Donc l'euthanasie, c'est oui. L'indépendance de la Corse, oui ou non? Non. Êtes-vous pour ou contre la dissolution du Front National? Non. L'euthanasie pour le Je Front ne veux pas National. rendre le Front National victime. Ah oui, donc vous laissez le Front Oui, il faut National. le combattre autrement, par d'autres moyens. Bien. Est-ce que vous êtes favorable à ce que la Gay Pride devienne un jour férié? Elle l'est déjà quasiment. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Merci Jack, je rappelle le titre de votre livre, Une école élitaire pour tous. Jack Lang. Vous vous connaissez tous les deux? Oui. Mais évidemment que nous nous connaissons.
Bien entendu, depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui. Vous entendez bien au moins? Très bien. Bon, mais ça tombe bien alors. Ça vous ennuie? Non, pas du tout, au contraire. On en fait des extasies ensemble. Hein. Du cafilon. Bien, alors, Jack Lang, vous êtes numéro 2 au classement des hommes politiques préférés des Français dans Paris Match, avec 69% d'opinions favorables. Comme par hasard. Voilà. C'est pas moi, c'est Paris Match, Laurent. Voilà, alors vous êtes derrière Bernard Kouchner. Mais devant Sarkozy. Pas un mot, t'as vu? Voilà. Alors, non, mais c'est énorme quand même. Je sais pas, pour voir les photos. Ah, ça commence bien. Ouais, ça commence fort. Le mec, il est homme politique numéro 2 préféré des Français. C'est quand même pas rien, tu vois, dans un pays de 60 millions d'habitants. Bien. Et alors, dans VSD, dernière semaine de janvier, Jack, vous êtes le candidat PS préféré des Français devant le premier secrétaire François Hollande. Là, je vous demanderai pas de commenter parce que ça pourrait foutre un peu de bisbille au parti. Il y en a déjà assez comme ça. Enfin, disons, il faut reconnaître quand même que votre cote est... Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas mauvaise. Non, mais c'est vrai, c'est... Pourquoi? Ah, mais pourquoi? Ben, fille, réponds, pourquoi? Voilà. Je n'ai pas d'éléments. Alors, non, c'est vrai qu'au sujet de François Hollande, vous avez dit, je me sens, par rapport à lui, à la fois solidaire et libre. Donc, on voit bien que pour le moment, bah voilà, vous êtes dans la partie dirigeante du PS, hein, mais qu'effectivement, le moment venu, effectivement, peut-être, vous saurez prendre votre envol, Jack Lang, jusqu'au plus haut sommet. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien. En revanche, alors il y a eu un dîner des amis de François Mitterrand pour l'anniversaire de sa mort début janvier. Et là, Fabius a serré toutes les mains, sauf la vôtre. C'est par mégarde. Ah ouais, il n'est pas fâché. Je ne sais pas. Il y a quand même du rififi au PS. Hein. Fabius a dit quand même, en parlant de Hollande au dernier meeting là, à Pantin, il a dit Hollande, c'est l'opposition caoutchouc. Oui, mais vous savez, c'est des mots du week-end, ça qui passe, qui s'oublie. En tous les cas, votre opposition n'est pas très caoutchouc à vous, puisque dès mardi dernier, vous aviez demandé la suppression de la loi Fillon. Donc il y a eu tous ces enfants toute la fin de semaine dans les rues, et ils demandent eux aussi l'abrogation de la loi Fillon, qui va être discutée mardi au Parlement. Est-ce que vous croyez que le gouvernement va l'abroger avant mardi? Bon, ça fait des mois et des mois que personnellement, j'ai tiré la sonnette d'alarme. En disant faites attention, trop de suppression de postes, trop de coupes de crédit, trop de restrictions finiront par avoir des conséquences malheureuses pour notre système d'éducation, remettant à la fois en cause l'égalité des chances et l'exigence, je dirais, d'excellence. Bon, en ce moment, après 3 ans, disons, de coupes diverses, sur place, lycée par lycée, collège par collège, on s'aperçoit que, malheureusement, et je ne m'en réjouis pas franchement, parce que personnellement, je place l'école au-dessus de tout et de toute considération lilliputienne de la politique. C'est très important. Et donc, je souhaiterais que le gouvernement, par rapport à cette confrontation, s'en tire par un acte fort. Par exemple, un plan d'urgence qui restituerait une partie des postes et des crédits supprimés. Oui, mais quand Fillon dit, en fait, ces lycéens, ils sont manipulés, vous répondez quoi? Mais par qui? Par moi? Ça me prêtait un immense pouvoir que je n'ai pas. On ne sait pas. Ouais. Dites-moi, c'est pas un boulot facile quand même. Vous avez été, vous, ministre de l'Éducation nationale. Quand Luc Ferry est là, assis à votre place, il y a quelques semaines, et qui dit... Vous vous rendez compte, Thierry, qu'à l'époque, Jack Lang manifestait contre des arrêtés, des décrets qu'il avait lui-même fait voter? Je ne sais pas. Il a perdu la tête. Je ne sais pas, non, peut-être qu'il est dans un moment de délire lorsqu'il vous a dit une pareille chose. Ça peut lui arriver, après tout. Il était sous cafilon. Sous cafilon. C'est vrai. Non, mais bon. Feriez quoi, vous, aujourd'hui, si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, là, dans les 3 jours qui viennent? Je crois qu'il faut prendre des mesures positives, concrètes. Il faut renouer le dialogue, créer un climat de confiance. Bon, il se fait que, dans mon histoire ministérielle, je me suis trouvé dans une situation très différente. On a fait appel à moi pour calmer le jeu. En 92, une première fois, et en 2000, une deuxième fois. Bon, ça devient un métier. Mais comment calmer le jeu? Bon, en établissant un rapport de respect, et non pas de mépris, de confiance, et non pas d'indifférence. Et puis, il faut quand même dégager un minimum de ressources et de moyens. Ouais.
Vous n'avez pas l'air d'accord, vous, hein? Non, est-ce que vous, à part vous, Jacques, est-ce que vous connaissez un ministre de l'Éducation nationale qui n'ait pas eu de soucis, qui n'ait pas été décrié et par les uns et par les autres? Il n'y en a pas. Sinon, celui qui a été nommé il y a 20 ans, il serait toujours là, dans le plus grand satisfecit général. C'est vrai que c'est un poste un peu casse-gueule. C'est un poste casse-gueule. Il suffit que les étudiants descendent dans la rue, il suffit que... Enfin, ils ont tous sauté, plus ou moins, les uns après les autres, parce que ça n'allait pas. Bien. Enfin, je vois ça, moi, de l'extérieur. J'ai eu la baraka, peut-être. J'ai eu la chance. Et surtout, non, j'ai succédé, pour atténuer mes quelques mérites, à deux ministres excellents, mais qui, eux, avaient connu ces difficultés. Donc, c'est plus facile d'arriver pour calmer le jeu. Alors, vous êtes quand même le meilleur à la télé, Jack. Vous êtes d'accord, c'est le meilleur, hein, Jean-Pierre, non? Incontestablement, c'est un des meilleurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et alors? Maintenant, quel conseil donneriez-vous pour un jeune homme politique débutant pour la télé, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Je crois qu'en toute matière, ça vous paraîtra banal, je ne donne qu'un conseil. Travailler. Non, sérieusement. Mais oui, sérieusement. Et comme mes moyens sont, en vérité, comme je ne suis pas tellement intelligent, je bosse beaucoup. En plus, j'aime ça, c'est ma drogue. Mais après, vous vendez bien votre travail quand même, hein? Si on est convaincu, si on y croit, Et le vendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on croit quelque chose, si on a un idéal, si on a vraiment une conviction, on a envie, c'est même le devoir, de la faire partager, de la transmettre. C'est le minimum. Il ne vient pas chez Ardisson pour dire qu'il adore les carottes râpées industrielles et la Starac, par exemple. Voilà, ce qui a été une très grave erreur de Fabius. Grosse erreur. J'ai cité personne. Moi, je cite, oui, il a fait une grave erreur, là, Laurent, c'est vrai. Alors, Jack Lang, tout le monde parle de vous, tout le monde parle de Nelson Mandela, depuis son intervention à Londres, à la veille du sommet du G7, où il a mis sur le même pied la pauvreté, l'esclavage et l'apartheid, avec cette phrase historique, « Make poverty history », c'est-à-dire faire de la pauvreté un souvenir du passé. Alors tout le monde parle de Mandela, ça tombe bien, parce que vous publiez un livre sur lui qui s'appelle « Nelson Mandela, leçons de vie pour l'avenir » chez Perrin, avec une préface du prix Nobel de littérature, Nadine Cordimer, qui dit le plus grand bien de vous, d'ailleurs, au passage. Donc vous racontez, en fait, dans ce bouquin, la vie de Mandela. Et quand on le lit, on se rend compte d'une chose terrible, c'est qu'en fait, l'apartheid a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, en 10 ans. D'abord, interdiction des mariages interraciaux, puis des relations sexuelles entre personnes de races différentes, classification raciale de tous les Sud-Africains, interdiction à un noir d'occuper une position hiérarchique supérieure à celle d'un blanc. Et on se rend compte que tout ça a été fait, finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, après la chute du nazisme. Le parti qui a gagné en 1948, le parti blanc qui a gagné en 1948, est un parti qui était favorable au nazisme et contre les Alliés. Alors face à ça, Mandela comprend que la situation n'est pas comparable à celle de l'Inde, à celle de Gandhi, et qu'il n'y a pas de solution pacifique finalement. Au départ, il est très influencé par Gandhi, puisque comme vous le savez, Gandhi a longtemps milité en Afrique du Sud. Oui. Et longtemps, Mandela et ses amis de l'ANC ont pensé que seule la non-violence permettrait de faire bouger les choses. Puis, lorsqu'ils se sont aperçus que rien ne bougeait, ils voulaient, par des actes qui épargnent la vie humaine, s'attaquer à des points névralgiques, disons, des infrastructures sud-africaines. Ça tuait des gens, quand même. Ça pouvait éventuellement tuer des gens, et tout était fait par Mandela, qui a un très grand respect pour la vie humaine, pour éviter qu'il n'y ait des dégâts humains, si j'ose dire. Il y en avait. Il y en a eu très peu. Ça n'a pas duré d'ailleurs très longtemps pour Mandela, puisqu'il s'est fait mettre en tôle très vite. Voilà. Son procès s'est ouvert, et il a failli d'ailleurs être condamné à mort, et il s'est retrouvé 27 ans au bagne, puis en prison. Et pourquoi il n'a pas été condamné à mort? Tout était écrit pour qu'il le soit. Bah oui. Je crois qu'une des raisons, parmi les raisons, il y avait sa détermination, sa connaissance du droit, sa passion du droit, sa connaissance de son dossier, sa capacité à plaider lui-même avec autorité devant les juges, et puis une équipe de juristes tout à fait exceptionnelle, mais qui lui avait clairement dit
Nelson, tu as 90 chances d'être pendu. Et c'est lui qui a fait la plaidoirie la plus importante. Et à la fin, il a dit cette chose très forte. Si cela est nécessaire, je suis prêt à mourir pour mon peuple. Et ses avocats ont tout fait pour qu'il ne dise pas cela. Il a dit, je le dirai. Et il a même dit, je ne ferai pas appel de la condamnation. Donc si vous me condamnez à mort, je ne ferai pas appel. Et bon, disons que si on voulait aller jusqu'au bout, il y avait dans le système sud-africain une sorte de passion aussi du droit, comme dans les pays anglo-saxons. Et Mandela et ses amis savaient merveilleusement jouer des procédures. Ils ont eu peur de faire un martyr aussi, peut-être, non? Et ils ont eu peur aussi d'en faire un martyr. Ouais. C'est un argument qui a joué. Sûrement. L'apartheid se termine en 1990. À ce moment-là, Mandela, chef de guerre, devient chef de paix. Et quand il est au pouvoir, il ne se venge pas. Il ne fait pas de Nuremberg, il ne juge pas tout le monde. Il fait la commission Vérité et Réconciliation, où les gens, à partir du moment où ils disent oui, pendant l'apartheid, je me suis mal conduit, ils ne sont pas condamnés. C'est extraordinaire, ça. C'est effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles le personnage, je crois, doit être connu, notamment des jeunes générations. Et la chose extraordinaire chez Mandela et ses amis, c'est d'avoir pu réconcilier l'ensemble des Sud-Africains, de créer ce qu'il a appelé une nation arc-en-ciel, blanc, métis, indien, noir, blanc, et de tendre la main aux Blancs qui avaient été les tortionnaires, en leur disant, si devant une commission, vous dites vos crimes, vous les reconnaissez, vous vous en excusez, vous serez pardonné. Voilà. En tous les cas, il a peut-être réussi un truc que nous, on n'est pas arrivé à faire, par exemple, en Afrique du Nord, quoi. C'est-à-dire qu'en Afrique du Nord, les Français sont partis et ils auraient pu rester et créer une société différente. Et lui, il a réussi ça en Afrique du Sud. C'est une réussite, en effet, exemplaire, je crois, d'une réconciliation nationale, et qu'il avait imaginé dès sa jeunesse. C'est-à-dire, je suis contre la suprématie blanche, disait-il, je suis contre aussi la suprématie noire. Et je veux créer une nation, je répète, arc-en-ciel, où chacun puisse vivre avec chacun. Finalement, la seule tache noire sur la légende de Mandela, c'est sa femme, Winnie Mandela, quoi. Oui, mais sur ce sujet, menteuse, qu'on a quand même accusée peut-être d'avoir commis des crimes. Winnie s'est battue, notamment à Soweto, et elle a soutenu le peuple, la jeunesse. Elle a gardé l'espoir. Bon, à un moment, elle a peut-être, on ne sait pas au juste, commis un petit dérapage. Et Mandela, là aussi, je dirais, grand seigneur, lui a pardonné. Jack Lang, Nelson Mandela, c'est édité chez Perrin. J'accueille Jack Lang. Jack Lang, bonsoir. Bonsoir. Très élégant, très en forme, hein, vraiment. Hein. Pour une télémission, il faut être élégant au moins dans l'apparence. Alors, il y a un mois, vous annonciez chez Claire Chazal votre candidature à la candidature. Vous disiez « L'expérience m'a enseigné la sagesse, sans me faire perdre ce que j'ai en moi de foi, d'énergie et de ferveur. » C'est beau. C'est pas mal. Vous l'aviez préparé, ça ? En tout cas, je le pense très profondément. Non, je crois qu'il y a un moment dans la vie où on a à la fois, je dirais, la maîtrise, on croit en tout cas avoir la maîtrise des choses. Et puis on se fait virer comme des merdes. Pardon ? Je n'ai pas entendu ce que je dis. Non, je deviens un petit peu sourd comme d'autres. Alors, il y aura donc un vote des militants en novembre, mais certains d'entre eux se plaignent qu'on leur impose d'ores et déjà Ségolène Royal par les médias et les sondages. Vous partagez cet avis, Jack ? Non. Je crois que ce qui a lieu aujourd'hui, nous sommes en mai,
sera très différent en novembre prochain. Ouais. Et quelles que soient les pressions ou les invitations ou les exigences des uns ou des autres, je crois que les militants choisiront librement. Ouais. Et ils se poseront des questions simples. Quel est celui des candidats le mieux à même, par son expérience? Celui, déjà, elle est virée, Ségolène. Non, elle a de l'expérience, mon cher ami. Quel est celui des candidats? Elle a de l'expérience. Celui ou celle des candidats. Voilà, c'est gentil. Parfait. Laisse-lui une chance. Très bien, merci de corriger. Alors, je répète. Oui. Quel est celui ou celle qui, par son expérience, sa connaissance de l'appareil d'État, et puis, je dirais, son imagination, sa vision... Pardon? Faut le mettre sur 8, Jacques, sinon vraiment... plus que ça. Là, ça va être un enfer, sinon. Mais articule. Articule. Promis. On va faire la moitié du chemin chacun. Moi, je vais articuler, toi, tu vas le pousser. Je vais te donner quelques leçons de diction. Alors... Non, j'ai pas terminé, donc par conséquent... Ah bon, ça finissait bien pourtant, merde. Alors, le numéro 2 du Parti Socialiste, François Rebsamen, lui, distingue... On dit les vrais noms, ça c'est une connerie, ça. François Rebsamen, je te jure, c'est son nom. Lui, distingue au Parti Socialiste les présidentiables autoproclamés et les leaders évidents. Je crois que c'est une distinction qu'il a faite un jour ou un soir. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait réédité depuis. Oui, mais vous vous considérez comme un présidentiable autoproclamé ou un leader évident? Ben, finalement, et si j'étais les deux? Ah! Autoproclamé parce qu'évident. Très bien, bravo. Alors ça, c'est la première déclaration du numéro 2 du PS, hein, François Rebsamen. Il a fait une deuxième déclaration. Il invite les candidats à se retirer devant Ségolène. Il dit, vu qu'elle est en tête dans les sondages, ça ne sert à rien qu'il y ait d'autres candidats à la candidature. Oui. Donc c'est une espèce de désignation formalité à la sortie. En conséquence, c'est l'IFOP, la SOFRES, le CSA. Mais après tout, pourquoi faire voter les militants? Bah oui. Pourquoi faire voter les Français? Pourquoi faire voter les Français? Je crois qu'on pourrait transformer le vote en une sorte d'immense machinerie électronique dans laquelle l'IFOP, la SOFRES et le CSA décideraient. Non, mais avec ce raisonnement qu'on peut comprendre et que je respecte par ailleurs, François Mitterrand n'aurait jamais été élu. Il était battu dans les sondages 3 mois avant le scrutin par Giscard d'Estaing. Balladur aurait été président de la République. Il triomphait 2 mois avant le scrutin sur Chirac. Et quant à Lionel Jospin, malheureusement, on a trop cru les sondages. On a cru qu'il serait élu haut la main. Et beaucoup se sont crus par conséquent autorisés à aller gambader, s'abstenir ici, voter pour l'un et pour l'autre. Et le 21 avril est arrivé. Voilà. Il faut se méfier des sondages. C'est ce que disait le président Truman. Il disait, si Moïse avait écouté les sondages, les Hébreux seraient toujours en Égypte. C'est une belle formule. Une belle formule. Hein. Il faut croire d'abord à la conviction, à la volonté, à l'entêtement. Alors, c'est quand même un petit peu du mépris pour les militants, quand même, non? Vous avez écrit à Hollande pour lui demander du respect et de l'éthique, non? Absolument. Et il m'a répondu par une lettre amicale, tu as raison. Et il a dit... c'est pas foulé, hein. Je résume. Il paraît qu'il a découpé ça dans des journaux. C'est moi qui ne me foule pas, je résume. Oui. Donc tout va bien, alors. Et tout baigne. Ouais. Pour l'heure. Pour l'heure. Mais ceci étant, alors Hollande, il était très très fâché samedi dernier à Marseille, parce qu'il y avait une espèce de colloque comme ça sur l'éducation. Alors il n'y avait pas Fabius, il n'y avait pas DSK, il n'y avait pas vous, il n'y avait même pas sa femme. Oui. Non, c'est parce qu'il y a eu de grands malentendus sur la... Mais oui, sur la participation à ces états généraux, les uns disant les présidentiables n'ont pas à être là, d'autres disant il faut qu'ils soient là. Bon, c'est secondaire. Ce sont de petites péripéties de la vie. Oui, mais quand même, déjà, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord là maintenant, c'est secondaire. Hollande a dit on est là tous les samedis, je ne sais pas où sont les autres. Oui. Ah, je suis là, moi, tous les jours, sauf le samedi. Ah, d'accord. Mais non, mais vous travaillez vachement, vous, en fait, parce que vous ouvrez des chantiers de réflexion, vous publiez les conclusions. Alors, vous avez déjà fait l'école, les institutions, l'immigration, vous allez faire la fiscalité, les relations internationales, et en attendant, vous publiez chez Grasset un livre qui s'appelle « Vaincre le chômage ». Donc, c'est vrai, vous carburez. Donc, voilà un travail sur un projet. Mais oui, c'est vrai, oui. Voilà. Alors, la principale mesure de Jack Lang pour le chômage, pour vaincre le chômage, c'est de faire une grande fête du chômage, où les gens descendraient dans la rue avec les chômeurs pour danser. Non.
Non, plus sérieusement, vous dites que le chômage est une spécificité française, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que l'Europe entière est couverte de chômeurs. En fait, en France, c'est beaucoup plus grave qu'ailleurs. C'est vrai que la France est un pays, sur ce plan-là, d'exception, mais d'exception triste. Alors que le taux de chômage dans les pays scandinaves, en Espagne, en Grande-Bretagne, a reculé, la France a toujours un taux élevé au-dessus de 10%. Ben voilà. Pourtant, quand même, on aide, disons, la lutte contre le chômage. Il y a 65 milliards d'euros, c'est pas rien, 65 milliards d'euros quand même, qui sont donnés chaque année pour lutter contre le chômage. Est-ce qu'avec ces 65 milliards d'euros, on ne pourrait pas payer les gens tout simplement? Parce que, vu qu'on les dépense sans qu'ils trouvent de travail, est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner? Ça ferait du pognon pour les chômeurs. Certains trouvent du travail, mais disons que c'est en effet beaucoup de gaspillage, beaucoup d'inefficacité. C'est la raison pour laquelle, dans ce livre, je propose une réorganisation complète de la politique de l'emploi. Enfin, vous dites qu'il existe une voie social-démocrate de retour au plein emploi, mais d'abord, il faut relancer la croissance. Ça, je suis toujours inquiet, moi, quand j'entends ça, parce que les gens disent il n'y aura plus de chômage quand je serai là, mais d'abord, on va relancer la croissance. S'il suffisait de le décréter, ça serait formidable. Nous l'avons montré sous le gouvernement Jospin, la croissance, sous l'influence d'une politique volontaire, a été une époque de forte croissance. Et à ce moment-là, quand même, rappelons des choses simples, ont été créés près de 2 millions d'emplois. Mais c'était des emplois un peu subventionnés, quoi. Les emplois subventionnés, sur ces 2 millions, c'était 300 000. Ah bon? Donc il s'est vraiment passé quelque chose. En effet, il y a eu un phénomène qui est considéré par les économistes comme exceptionnel sur une... Coup de bol, quoi. Pas coup de bol, non, coup de volonté. Ah bon? Alors voilà, vous avez vos 8 chantiers contre le chômage, Laurent. Créer les emplois du futur, déjà. Hein, quoi, par exemple? Tout ce qui est nouvelles technologies et tout ça. Dans les domaines nouveaux, de l'aéronautique aux nanotechnologies, en passant par les biotechnologies. Disons que le Japon, la Suède, les États-Unis consacrent 4% de leur PNB à la recherche scientifique. Et en France? La France, moins 2%. Ah ouais. Bon. Et la clé de la croissance, bien sûr. est là. Investir, dites-vous, dans la matière grise. Dans l'intelligence, voilà, investir dans la matière grise. Ensuite, obligation scolaire jusqu'à 18 ans, Jack. Bah, au moins. Ça fera moins de chômeurs, c'est sûr. On peut même les garder jusqu'à 35 ans. Bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de redoublants sur le marché du travail. Obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Je crois, non, obligation scolaire de 3 ans. Il faut que, dès le plus jeune âge, on s'attaque, ou plutôt on prévienne l'échec scolaire. Il faut absolument qu'il y ait une politique de la petite enfance, encadrant mieux les enfants, permettant en effet d'aider, d'épauler, d'accompagner les enfants venant de familles en difficulté. Puis à l'autre bout de la chaîne, il faut absolument mettre, si j'ose dire, le paquet sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. Ouais. Alors augmenter le budget de l'éducation nationale. Hein. C'est normal. Et on va descendre quel budget pour augmenter celui de l'éducation nationale? Il y a quelques gâchis sur lesquels on peut revenir. Il y a des exonérations fiscales en faveur de super privilégiés qu'il faut remettre en cause. Il y a certainement à tailler dans certaines dépenses militaires. Non, mais moi je suis pas privilégié. Qu'est-ce que tu as dit comme bêtise encore? Non, il va morfler là. Hein, mais non, il a dit des super privilégiés. Bon, ensuite, poursuivre l'allocation pour les chômeurs qui trouvent un emploi. Une de vos mesures, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont trouvé un emploi qu'il ne faut pas continuer à les aider. Non, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, c'est un phénomène connu, des personnes qui bénéficient de ce qu'on appelle des minima sociaux. S'ils trouvent un emploi trop précaire, ils le refusent. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 mois ou 3 mois, ils perdent tout. Et donc, à l'image de ce qui se pratique, par exemple, au Canada, ou dans les pays scandinaves, je propose une allocation compensatrice de revenus pendant un certain temps. L'avantage, c'est que ces personnes sont remises au travail, retrouvent un minimum de sécurité, et par conséquent, c'est pour les comptes sociaux, c'est pour la situation de l'emploi, un plus. Et pour ces personnes, un peu de bonheur, et en tout cas un peu de bonheur de vivre. Et faire financer le chômage par l'entreprise qui licencie. Oui, ça c'est une idée que je l'évoque, je ne la reprends pas à mon compte directement. C'est une idée d'un économiste français qui vit en Amérique, Olivier Blanchard, un type remarquable, qui considère en effet que l'on devrait faire payer les indemnités de licenciement par les entreprises qui licencient. Je m'interroge. Je ne suis pas sûr qu'on peut le faire pour les très grosses entreprises. Pour les petites, ce serait la ruine absolue. Alors, ce qui est très incroyable dans tout ce que vous dites là, en fait, c'est que tous les exemples que vous prenez, c'est toujours au Danemark, en Finlande, au Canada, en Hollande, en Angleterre.
C'est-à-dire qu'en France, il n'y a personne qui a d'idée. Alors, c'est vraiment... Si. Mais non, mais si. C'est horrible. Il fut un temps où la France dirigeait le monde, et aujourd'hui... On est des baltringues maintenant. Mais oui. Non, il y a une... non, mais... Non, pourquoi, Jack, sérieusement, c'est pas inquiétant quand même que la France, ce grand pays, aille chercher ses idées, faire son marché la France ne manque pas d'idées. Il n'y a pas de raison de ne pas s'inspirer de solutions positives pratiquées à l'extérieur. D'ailleurs, je l'ai fait dans un autre domaine. Lorsque j'étais en charge de la culture, je n'ai pas inventé tout seul comme un grand dans mon coin. J'ai piqué des idées en Italie, des idées en Grande-Bretagne, des idées aux États-Unis. Et à vous maintenant. Je crois que les idées sont là pour les piller. Pillons-nous les meilleures idées. Rassurez-moi, à la fête de la musique, c'est bien vous quand même. C'est moi. Jack Lang, vaincre le chômage. C'est publié, c'est Grasset, mesdames, messieurs. En tous les cas, vous avez l'air très en forme. Jack, ça va la santé? Excellent. Excellent, c'est vrai. Hein? Je fais quelques envieux parmi mes petits camarades. Ça, je comprends, oui. Comme faire une petite interview de check-up. Jack, qu'est-ce qui vous rend malade quand vous venez à la télé? Le trac. Oh, mais ça va mieux, là. Depuis quelques instants, beaucoup mieux. Oui. Qu'est-ce qui vous donne mal à la tête aujourd'hui dans les discours de Jacques Chirac? Une sorte de vide. Mais l'homme vaut parfois mieux que ses discours. Qu'est-ce qui vous fait vomir dans le gouvernement de Villepin actuellement? Je dirais l'art du mensonge. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur aujourd'hui quand vous entendez Sarkozy? Sa voix de Karcher. Qu'est-ce qui vous fait vous arracher les cheveux au PS aujourd'hui? Est-ce que je manque de cheveux? Non, pas vous. Qu'est-ce qui vous file un ulcère quand vous voyez le journal de 20h sur TF1? L'enfilade de Kata. Quel homme politique vous donne le plus de boutons? Pas un homme politique, c'est ce régime politique dans lequel nous vivons qui me donne beaucoup de boutons, et c'est pourquoi il faut le changer. Qu'est-ce qui vous démange en ce moment? L'envie de me battre et de gagner. La dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, c'était pour qui? Pour Monique. Ah, Monique. Bonjour, Monique. Qu'est-ce qui vous a mis la fièvre pour la dernière fois? Gilberto Gilles, le 14 juillet, place de la Bastille. Qu'est-ce que vous prenez comme excitant dans la vie? Le boulot, le travail. Je me shoote au travail. Un peu de cocaïne quand même, non? Pas besoin. Non, pas beaucoup, très peu le matin. Le travail, le travail, matin, le travail. Je suis un drogué du boulot. À quelle idée êtes-vous allergique? À tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Quel chanteur de charme vous file du diabète? À ces mauvaises heures, Dominique de Villepin. Qu'est-ce que vous entendez moins bien en vieillissant? Pardon? Jack Lang, vaincre le chômage. C'est publié chez Grasset, mesdames, messieurs.